Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFresh Morning. Dans le studio ce matin, on reçoit M. Ondo, John Frank, il est représentant de la famille fils aîné du professeur Alain Ondo. Et on est avec le docteur Ondo Aline, épouse Matza, elle est médecin. Et ils sont avec nous ce matin pour nous parler de la caravane médicale de la drépanocytose des 17 et 18 juin à la Cité Damas. Et il y aura une conférence le 19 juin, une conférence scientifique bien sûr. Monsieur John Frank Ondo, bonjour. Bonjour DaFresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc vous organisez une caravane sur la drépanocytose. C'est bien ça. À partir du 17, la semaine prochaine. C'est bien ça. Alors c'est par rapport à la commémoration du décès du docteur, du professeur? Du professeur, oui. D'accord, ok. Vous, c'était le fils aîné. C'est ça. Pourquoi vous n'avez pas fait la médecine? Vous avez fait le cinéma. L'enfant terrible de son père. Voilà, c'est ça. L'enfant terrible, c'est ça. C'est ça, oui. Pourquoi il s'était tant intéressé à cette maladie? Bon, moi, je vais juste introduire et puis Dr Aline va mieux renchérir. Donc, juste pour rappeler les dates. Bon, il faut dire que cet événement a deux étapes, a deux impacts plutôt. Le premier impact est le fait que le professeur Ondo est décédé le 19 juin, date qui coïncide avec la journée mondiale de la drépanocytose. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, on voulait également lui rendre hommage. Voilà, donc c'était ça. Maintenant, pour le reste, je peux faire... Docteur Ondo. Docteur Ondo Aline. Voilà. Docteur Ondo Aline. Vous aussi, vous êtes la fille du professeur. C'est ça. Donc, vous êtes là, frère et sœur, sur le plateau ce matin pour parler de drépanocytose. Je posais la question à John Frank Ondo. Pourquoi le professeur s'était tant intéressé à cette maladie? Merci. Alors, déjà, premièrement, parce que dans notre famille, nous avons des petites sœurs drépanocytaires. Et pour avoir observé, le professeur, déjà, quand il était jeune médecin, pour avoir observé les crises qu'elle traversait et l'entité clinique particulière de cette maladie, il s'est intéressé parce que vu qu'il y avait des cas qui commençaient à se manifester au niveau de notre pays, il a décidé de s'investir dedans parce qu'il était très touché en fait par l'impact que ça avait au niveau des familles. Donc, hormis le fait qu'il était pédiatre hématologue, il s'est vraiment investi dans la drépanocytose pour trouver vraiment un traitement adéquat pour soulager ses patients. Et cet objectif a été atteint tout au long de sa carrière? Tout au long de sa carrière, exactement. C'est vrai que l'objectif final de cette lutte, pour lui, aurait été qu'on ouvre au Gabon, et ce qui se fait dans d'autres pays, un centre national de prise en charge de la drépanocytose. Parce que jusqu'alors, les patients drépanocytaires se plaignent. Ils se plaignent parce que lorsqu'ils sont en crise et qu'ils sont reçus dans certaines structures hospitalières, ils se plaignent de ne pas être bien reçus, qu'on ne prenne pas assez en compte leur crise, leur douleur et même leur situation sociale, professionnelle, scolaire. Parce qu'il est quand même important de dire que ces crises à répétition entraînent un retard sur le plan professionnel, mais également, il est aussi responsable d'un absentéisme scolaire. La drépanocytose, c'est une maladie qui fait beaucoup rage au Gabon. Mais les gens ne savent pas, parce qu'il y a des gens qui sont AS, il y a des gens qui sont SS, il y a des gens qui sont AA. Comment ça se passe? Expliquez-nous clairement. Est-ce qu'il y a un groupe sanguin qui donne la drépanocytose? Alors, je vais déjà donner la nuance. Il est vrai que beaucoup font la confusion entre le groupe sanguin et l'électrophorèse. Voilà. Alors, la drépanocytose arrive comment? En fait, au niveau de l'hémoglobine, nous avons deux chaînes. Ce sont des chaînes, donc des protéines, constituées par... Là, on est dans la science. Hein? Oui, on est dans la science. Donc, qui sont caractérisées par un enchaînement d'acides aminés. C'est l'enchaînement de ces acides aminés qui constitue la protéine. Alors, chez le drépanocytaire, il y a le remplacement d'un acide aminé par un autre acide aminé. C'est ce petit remplacement qui entraîne toute la modification moléculaire et qui va être responsable de la déformation du globule rouge en forme de faucille. Donc, ça devient comme un croissant et il devient rigide. D'accord. Ces globules rouges-là, en étant rigides, vont gêner la circulation sanguine. Or, c'est le globule rouge qui apporte l'oxygène. Alors, quand il y a ce blocus, ça crée comme un embouteillage au niveau des vaisseaux. Donc, ce qui fait que le sang ne circule plus bien.
Et cliniquement, ça se manifeste comment? Par la survenue des douleurs. En fait, c'est le cri de l'organisme pour dire j'ai besoin d'oxygène. Voilà, donc ça se manifeste par des douleurs au niveau des articulations. Pour revenir à l'électrophorèse, effectivement, comme Dafresh l'a dit tout à l'heure, on a un problème de manque d'information au niveau de la population. Ce n'est pas tant la faute des populations. Je pense que c'est un peu de notre responsabilité. C'est vrai qu'il y a des campagnes de sensibilisation qui ont été faites. Il y a des campagnes de dépistage gratuits. Comme je disais la dernière fois à Gabon 24, c'est bien de faire des campagnes de sensibilisation. C'est bien de faire des caravanes médicales. Mais là où les patients drépanocytaires nous attendent, c'est qu'au sortir de ces campagnes, qu'est-ce que vous nous proposez comme solution? Les activités sociales de la drépanocytose au Gabon ont commencé autour de 1979. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Alors, on va faire campagne de sensibilisation, on fait des panneaux publicitaires, c'est bien tout ça. À la fin, les drépanocytaires nous demandent, vous nous proposez quoi? Nous n'avons pas de centres nationaux de prise en charge, nous n'avons même pas de centre de référence. Il aurait au moins été souhaitable, en attendant que les autorités puissent donner l'accord pour mettre en place un centre national de drépanocytose, on aurait mis des centres de référence dans chaque localité pour que les patients drépanocytaires, au lieu de errer dans les structures, quand ils savent qu'ils sont en crise ou quand ils savent qu'ils veulent faire la procédure de leur dossier, se rendent dans ces différents centres de référence, comme on le fait pour le VIH. Là, vous parlez des patients drépanocytaires de quel ordre? Parce que moi, je suis drépanocytaire. Les drépanocytaires SS. Pourquoi c'est seulement que vous dites que ce sont les drépanocytaires alors que nous, on nous dit que les AS, on est drépanocytaires? Alors, je vais lever l'équivoque. Les AS, avant, on les appelait porteurs de tare. Le professeur n'a jamais aimé ce mot parce que ça sonne péjoratif et c'est vrai. On parle plutôt de porteurs drépanocytaires. Mais dans les dernières années, effectivement, le professeur considérait un AS comme un drépanocytaire. Oui. Voilà. Mais qui ferait moins de crise qu'un drépanocytaire SS. Oui, mais je suis potentiellement producteur de SS. Justement. Et c'est pour ça qu'on veut renforcer au Gabon la culture du conseil génétique. On n'a pas la culture d'aller forcément faire notre électrophorèse de l'hémoglobine. Aujourd'hui, nous, en tant que médecins, quand nous recevons des couples, par exemple, qui veulent se marier, moi, je demande systématiquement l'électrophorèse de l'hémoglobine. C'est vrai qu'après, à la mairie, ils vont vous dire... oui, mais ils sont ensemble depuis 10 ans, 15 ans. Bon, maintenant, si vous découvrez qu'ils sont AS, est-ce qu'ils vont se séparer? Je dis non, le but n'est pas de les séparer. Le but est de leur faire comprendre. Si vous avez, par exemple, deux conjoints, un qui est AS et l'autre AS, vous avez 25% de possibilité d'avoir un SS. Ah, 25 seulement, 25. Hein? 25%. Bon, 25% bon, et encore, gérer. Voilà. Voilà. Mais encore, parce qu'on avait fait quand même des porte-à-porte dans des bas quartiers et nous sommes tombés sur une famille, notre équipe, parce que nous avons constitué un collectif associatif de lutte contre la drépanocytose. Aujourd'hui, la Fondation Jean-François Ndô n'est plus seule. Il y a des ONG qui se retrouvent concernées par la drépanocytose. Donc, nous avons formé, au lieu d'aller en ordre dispersé, nous avons formé un collectif associatif de lutte contre la drépanocytose pour mieux potentialiser notre demande. Et en faisant le porte-à-porte, nous sommes même tombés sur des familles avec une femme, une maman qui a 7 enfants drépanocytaires SS. Donc, 7 SS. 7 SS. Wow. Alors, cette femme, si elle est dans les bas quartiers, oui. Parce que quand on fait bien ses études, la majorité de nos patients drépanocytaires, malheureusement, entre guillemets, proviennent de familles à moyens financiers très limités. Or, on sait que la prise en charge de drépanocytaires à l'hôpital, ça coûte excessivement cher. Vous arrivez dans des structures publiques, ça, je n'incrime pas nos collègues, parce que quand vous arrivez, par exemple, à l'hôpital général, il y a plusieurs pathologies. Il n'y a pas que la drépanocytose. Ils gèrent les pathologies chirurgicales, gynéco et tout. Donc, alors que pour le drépanocytaire, c'est un patient, ce sont des patients avec lesquels il faut être très patient. Il faut avoir de l'amour de ça. Si vous n'êtes pas patient avec un drépanocytaire, vous allez être agacé. Et ils ont besoin de toute une attention, tant sur le plan médical, sur le plan psychologique, ainsi de suite. Et ça, pour avoir cette patience, il serait mieux qu'on ouvre des centres de spécialité pour gérer ces malades. Parce qu'on a prévu aussi, pour la caravane des cellules de psychologues, il y a beaucoup qui nous font des dépressions aujourd'hui. Il y a beaucoup qui veulent même se laisser mourir. Pourtant, ce sont des patients, des personnes en général qui sont particulièrement intelligentes. Moi, j'ai eu des patients drépanocytaires qui ont passé leur bac en étant hospitalisés. Il y a 2 ans, j'ai reçu un. Il m'a dit, docteur, je dois les composer. Donc, ils ont cette volonté d'apprendre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas limités par cette maladie. Malgré le fait qu'ils font des crises, ils veulent apprendre, ils veulent travailler. Il a passé son bac à l'hôpital et ce jeune homme a eu le bac d'office. Donc, c'est déjà un encouragement et un espoir pour ces patients drépanocytaires. Je me dis, ils font partie aussi de nos frères et sœurs. C'est aussi des facteurs de développement.
dans les professions, c'est vrai que leurs crises à répétition sont responsables d'un absentéisme professionnel. Mais je pense que quand même dans certaines sociétés, sans pouvoir les stigmatiser, il est important que dans leur dossier, on signale quand même qu'ils sont drépanocytaires pour s'attendre quand même à une indulgence de leur environnement. Je comprends. C'est un peu ça, mais ça aussi, ce n'est pas encore fait. Donc, ils se plaignent. Donc, la plupart d'entre eux se retrouvent sans emploi. J'ai le cas d'un drépanocytaire parce qu'il y a, pendant la journée du 19, comme on a parlé tout à l'heure, conférence scientifique, oui. Et vous aurez une conférence scientifique le 19. Alors, pour cette journée commémorative du premier anniversaire de décès du professeur, nous nous sommes dit avec le collectif, oui, journée scientifique, mais nous allons transformer cette journée en plaidoyer national de la drépanocytose. Dans les années antérieures, oui, nous avons écouté les médecins, oui, nous avons écouté les scientifiques, oui, nous avons écouté les sociétés. Cette année, nous allons écouter les drépanocytaires eux-mêmes. Je pense qu'on ne les entend pas assez. Donc, nous avons prévu des passages de témoignages pour les patients drépanocytaires, pour qu'ils viennent partager leur vécu. Des passages aussi pour les parents de drépanocytaires, pour qu'ils partagent leur vécu en tant que parents de drépanocytaires. C'est une véritable torture psychologique pour un parent qui a son enfant en crise, qui se réveille à 2 h du matin, à 4 h du matin, et qui n'a même pas 20 000 pour aller payer une consultation. C'est au sortir de tout ça, de cette caravane, parce que cette caravane, elle a pour but quoi? De recenser nos drépanocytaires sur le territoire national, en commençant par Libreville, parce que nous ne tenons pas à nous arrêter là. Nous allons aller à l'intérieur du pays. Nous avons des patients drépanocytaires à l'intérieur du pays qui aussi se plaignent de ceux qu'ils sont délaissés. La majorité de ces patients sont obligés de remonter sur Libreville pour se faire prendre en charge. Moi, j'ai reçu des mamans qui ont pris le train de Mwanda jusqu'ici avec un enfant en crise pour venir se faire prendre en charge à Libreville. Et d'autres prennent même le bateau. Elles vous appellent, docteur, je suis en train de prendre le bateau, j'ai l'enfant en crise. Donc, c'est pour présenter un peu toutes ces situations-là, pour que, en soumettant aux autorités de notre pays, on trouve une bonne fois pour toutes une solution pour nos patients drépanocytaires. Pourquoi le traitement est si cher? Le traitement est si cher parce que, jusqu'alors, lorsque nous voyons les patients drépanocytaires, on s'est limité à la crise douloureuse, au mal aux articulations, alors que le drépanocytaire aujourd'hui peut faire des complications. Il peut faire des AVC. Nous avons, je pense, le plus jeune patient drépanocytaire qu'on a eu qui avait un AVC avait 4 ans. Et du coup, ça a créé une paralysie. Malheureusement, il a grandi avec ça et il est resté paralysé d'un côté. Alors, vous voyez déjà ce genre de patient qui est déjà plus ou moins stigmatisé à cause de sa maladie. Venir encore rajouter un déficit, c'est difficile pour eux. Ils peuvent faire des insuffisances cardiaques, ils peuvent faire des insuffisances rénales, ils ont aussi des complications ostéo-articulaires et même des atteintes oculaires. Ça peut même rendre aveugle. Alors, cette année, la journée va être centrée sur l'intérêt de la prise en charge pluridisciplinaire du patient drépanocytaire. Voilà pourquoi la prise en charge hospitalière devient un peu plus chère. D'accord. Donc, le 19, on a une conférence scientifique, vous l'avez déjà dit, que vous allez la transformer en plaidoyer. En plaidoyer national. Et donc, la caravane commence le 18, et le 17 et le 18 juin à la cité d'Amas, à la clinique du professeur. À la clinique, nous le ferons sous détente parce que c'est qu'il y aura du monde. Et cette caravane a 2 aspects. Il y a la consultation gratuite de tous nos patients drépanocytaires avec des dons de médicaments. Et le deuxième volet de cette caravane, c'est le dépistage gratuit. D'accord. Okay. C'est important quand même de savoir combien... Le dépistage de l'électrophorèse. L'électrophorèse d'hémoglobine. Et c'est important parce qu'au moins, il y a des personnes effectivement qui sont AS et qui s'ignorent jusqu'à ce qu'ils rencontrent un conjoint qui est AS et qui s'ignore. Et c'est en faisant un enfant qu'on découvre qu'on est AS parce que les premiers symptômes des crises douloureuses chez le drépanocytaire se manifestent souvent autour de l'âge de 6 à 8 mois. Voilà. Donc, ils arrivent, l'enfant en crise, il fait une anémie, on prélève, on va le transfuser. Bon, d'une anémie comme ça, faisons l'électrophorèse et là, on découvre que, nous avons un enfant SS. Donc, ça veut dire que moi, je suis AS, que mon conjoint AS. C'est souvent dans ces circonstances fortuites-là qu'ils découvrent qu'ils étaient hétérozygotes AS. Hétérozygote AS. Merci, docteur Ondo et monsieur John Frank Ondo avec nous ce matin sur les 104.5. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Tout à fait. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous. Beaucoup. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.